21h. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, le LGF, votre talk de fin d'après-midi 16h-18h, j'espère que tout le monde va bien. C'est mercredi aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre et nous voici parés, fin prêts pour une belle émission avec un beau plateau, avec notamment Nadia Cherif qui est avec nous. Bonjour ma Nadia. Bonjour mon Christophe et chers auditeurs et auditrices. Banquière. Toujours, enfin, investissement, oui. Oui. Tu voyages moins que Karim Alouache. Hein. Non, mais lui, il va au soleil aussi. Je n'hésiterai pas. Je vous explique, je vais le dénoncer. Hein. Dénonce. Désolé, cher Christophe, je suis à l'île Maurice pour le travail. Ouais, c'est ça, ouais. Bon voyage. Il n'arrête pas. Toutes les semaines, il est parti, celui-là. C'est sympa comme boulot, un banquier, franchement. Oui, mais je peux dire aussi que c'est banquier, mais c'est spécifique au gouvernement. Oui, voilà. D'accord. Il travaille pour les gouvernements. Il investit et il aide et il conseille les différentes banques des différents gouvernements. Oui, il nous a dit que les chèques à 3 €, ça ne l'intéressait pas. Moi, voilà. Je l'aime beaucoup, quand même. Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. Surtout pour nous conseiller en matière de placement. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la bonne période pour placer de l'argent. Bref, Nadia Cherif, militante associative aussi. Puis on fait un peu de yoga. Exactement. Toujours des ça cours. fait du bien, ça. Bénévolement. Sonia Mebrek est avec nous, notre secrétaire médicale. Comment ça va, ma Sonia? Ça va très bien, merci. Bon, je te présente Nadia. Enchantée, voilà. On a fait connaissance, oui. Et puis il fallait bien un mal dans cette émission quand même. Amine Sa, élu local à la Courneuve. Comment ça va, mon Amine? Très bien, et toi, Christophe? C'était bien les vacances? Bah écoute, super. Ouais. Super, tu peux nous dire où t'étais? Non, je peux pas le dire. Pourquoi? C'est secret défense? Non, j'étais au Maroc. J'ai passé quelques jours au Maroc. C'était un peu pluvieux, mais... toi, c'est la loose, toi. Tu pars, il fait peu, regrets, tu reviens, il fait 35 degrés. 35 degrés. C'est étonnant, cette période. C'est dingue. Ouais. Bon, c'est pas de chance. C'est pas la grosse pluie, mais bon, voilà. C'était assez couvert. Bon, c'était quand même quelques jours sympa, bien reposants, bien apaisants. Donc, c'est sympa, Marrakech. Bah oui, c'est super. Bon. C'est super. Si vous y êtes pas allé, allez-y parce que c'est formidable. Ouais, il y a mieux au Maroc quand même. Bon, il y a toujours mieux. Ouais. Tanger, il faut y aller, les gars. Tanger, Agadir, Dakhla. également. C'est un pays que je connais parfaitement bien. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que j'ai épousé un Marocain, donc forcément j'ai eu l'occasion de visiter. Voilà une femme qui fait les choses bien. Voilà. Voilà. Donc voilà. Bon, c'est l'avantage. Nadège est avec nous aussi pour relayer cette émission sur les réseaux sociaux. Alors je vous les redonne. Twitter, le Grand Forum FM2. Je fais pas de pub pour ma personne, je fais de la pub pour l'émission. Je précise. Le Grand Forum FM2. Instagram, le Grand Forum FM2. Et on est aussi sur TikTok. Où Amine Sa d'ailleurs fait des beaux scores. TikTok, le Grand Forum. On a ouvert ça hier, donc allez-y, abonnez-vous, suivez-nous. Et il paraît que ça peut rapporter gros. Facebook, Christophe le Grand Forum. Voici le programme de cette émission. Hop, on y va, c'est parti. Le jingle. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. En battle tout à l'heure, une question intéressante. L'irresponsabilité pénale. On va en parler. Doit-elle être supprimée pour les crimes sur les mineurs de moins de 15 ans? Faisant référence à l'affaire de Lola et à la suspecte qui est à Fleury-Mérogis en isolement. On en reparlera tout à l'heure puisque c'est vers cela que l'on tend. Je pense que ces avocats vont tenter de faire valoir l'irresponsabilité étant donné l'affaire. On fera le point évidemment tout à l'heure. Le quiz, Anne Paloupé, le Cosby Show, ça vous parle? Eh bien, Mam nous en parlera, lui, dans la chronique de la belle histoire des génériques. Nos invités aujourd'hui, toujours à l'occasion de la semaine de l'intégration, initiée par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec la préfecture de Seine-Saint-Denis et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Nos invités aujourd'hui, Séverine Dufay, coordinatrice de IDC Formation de Bobigny, ainsi que Georges-Étienne Denisa de la Société du Grand Paris,
Et on va parler de Clichy-sous-Bois, Nadia, tout à l'heure avec Georges-Étienne Denisa, justement pour le métro. On fait appel à des migrants, justement pour les chantiers, pour les travaux. C'est très intéressant, il va nous expliquer un petit peu le principe des choses donc, tout à l'heure. Il y a eu grève hier après-midi, hier toute la journée d'ailleurs. Il y a eu manifestation et on a vu des chiffres de participation. Peut-on parler d'un échec des syndicats concernant donc cette manifestation? 107 000 personnes pour toute la France, c'est pas énorme, seulement 13 000 à Paris. On y reviendra avec vos avis évidemment dans un instant sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Et on commence évidemment tous les jours cette émission par des petits clins d'œil à l'actualité, à commenter, recommenter, avec en 2007 Pakistan. En Pakistan, il y a eu ce jour-là au moins 139 morts dans un attentat visant Benazir Bhutto. Ça vous rappelle quelque chose? Bien sûr. Ouais, Nadia. Bien sûr, on est tous très fiers d'avoir vu une femme. Je serais très fier de toi quand tu parleras devant le micro comme il faut. Ah, merci tu beaucoup, m'entends, Nadia. là Voilà. Merci. T'as une petite voix, alors il faut que tu te fasses entendre. Tout à fait, c'est vrai. Mais justement, cette femme représente les premières femmes politisées, et malgré le fait que ce soit dans des pays où on a tendance à dire qu'ils sont moins enclins à mettre une femme au pouvoir. Donc ce petit froissement de cœur quand on pense à elle est le début de quelque chose pour la politique féminine de la région. Ouais, et Amine, Benazir Bhutto. C'est toujours bon quand les femmes font de la politique. J'ai l'impression qu'elles en font mieux que les hommes. Donc c'est toujours une... ça dépend, hein. Si tu prends Nadine Morano ou Sandrine Rousseau comme référence... Non, ça compte pas, ça. Ah, je pense qu'en termes de quantité, de volume, je pense que plus il y a de femmes en politique, plus il y a de femmes, de manière générale, à des postes de décision, souvent ce qui en découle est beaucoup plus positif que pour les hommes. Ouais, mais c'est mon avis, c'est un avis... purement personnel. Ouais, t'as quelque chose à te faire pardonner, toi. Pas du tout. Sonia, les femmes en politique, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est, très bien, et ça donne de l'espoir pour d'autres. Ouais. Et puis, je pense qu'il en faut d'autres. Voilà, il faut que tout ça change. On a besoin d'avoir des femmes. Donc, le temps des femmes à la maison, c'est fini. Hein. Ah bah heureusement. Ouais. Dieu merci. Très bien. Il y a bien longtemps, je pense. Depuis longtemps, c'est un heureusement. stéréotype maintenant. Oui. Oui, parce qu'on disait que derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est tout à fait vrai. Mais ça, c'est vrai. une fois de plus, pour faire écho au débat qu'on a eu il y a quelques semaines sur notamment le port du voile, etc. Je pense que les femmes, il faut qu'elles soient là où elles ont envie d'être. Celles qui ont envie d'être à la maison, il faut qu'elles puissent être à la maison. Celles qui ont envie de faire carrière, ou de faire de la politique, de s'engager, etc., il faut qu'elles puissent le faire. La liberté, toute la liberté, et rien que la liberté. C'est beau, c'est beau. En 2003, c'est le pape Jean-Paul II qui béatifie Mère Teresa. Là aussi, c'est un grand moment, une récompense. Consécration pour Mère Teresa, cette grande dame. Oui, qui a marqué son histoire d'ailleurs. Hein. Oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis dans l'histoire aussi, en 1960, alors là, ça a eu des conséquences, c'est les États-Unis qui décrètent un embargo sur les exportations vers Cuba. Nadia, ça a eu des répercussions terribles. Encore aujourd'hui. Voilà, encore aujourd'hui, absolument. Encore aujourd'hui. Et j'ai eu la d'ailleurs, chance d'y aller à Cuba, on le voit. Un tout petit peu aujourd'hui, c'est le fait qu'on pose en comparaison la raison de ce blocage en Ukraine avec ce qui s'est passé à Cuba en disant qu'à l'époque, parce qu'on fait un petit peu d'histoire, on avait demandé aux Russes de partir et sous avec comme condition le fait que jamais les États-Unis ne seraient proches de la frontière russe. Or aujourd'hui, ça n'a pas été fait. C'est pas été fait, oui. Voilà. Donc conséquences. Les conséquences de l'embargo à mine sur Cuba par les États-Unis, ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a qu'à aller à Cuba, on peut le voir concrètement. Bien sûr, ça a complètement freiné le développement du pays. Ça a mis plus d'une génération dans une situation de grande précarité. Donc l'embargo, alors moi je suis pour les sanctions, le protectionnisme, il faut que, ça doit exister, que ce soit en période de guerre ou non, mais quand on use de cette manière, et c'est ce qu'on est en train de faire quelque part aussi avec la Russie,
les conséquences dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est toujours plus compliqué de les apprécier. Donc, il faut que toutes ces décisions, quand elles sont prises, elles soient prises avec la plus grande intelligence. Ouais. Sonia ? Oui, c'est assez critique, mais après, c'est ce qui se passe un petit peu aussi actuellement. Avec l'Ukraine, on le voit bien, et que voilà, à partir du moment où il y a une guerre, où on doit aussi protéger et aussi la population, je pense que tout ça va dans le bon sens. Et puis, musique, un hommage aujourd'hui au chanteur et réalisateur italien Franco Gatti qui nous a quittés il y a quelques jours, là, récemment, à l'âge de 80 ans. Ça vous dit peut-être rien, et pourtant, écoutez, on écoute cette chanson qui forcément va vous rappeler des souvenirs. Franco Gatti, un chanteur italien au grand succès. Bien. Hop, c'est parti. Rien ne marche comme je veux aujourd'hui. Voilà. Ça vous dit quelque chose déjà, les premières notes? Ah bah bien sûr. Ti amor? Bien sûr. Ti amore? Oui, moi, Ouais. je connais, oui. Un peu moins Amine, il est plus jeune lui. Oui, Et on va Ouais. dire Italia per sempre, viva Italia. Ah, c'est beau. Ah oui. Ils sont bons quand même les chanteurs italiens. Oh, très. Hein, bon, en tout cas, voilà qu'il s'en est allé à l'âge de 80 ans. Donc, ce grand chanteur italien sur France Maghreb 2. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Il a vendu quand même pas moins de 20 millions de disques au cours de sa carrière. Ah, on Pas a mal. connu pire quand même. Bien sûr. Voilà. On tenait à lui rendre hommage, un petit clin d'œil musical pour aujourd'hui. Dans un instant, le 49.3, ça y est, le gouvernement va le dégainer concernant le budget, loi de finances 2023. Bah parce que l'opposition fait bloc et on ne lâche rien, 2000 amendements, donc on s'est dit peut-être qu'il est temps d'arrêter les dégâts. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de budget, c'est automatiquement le dégainage du 49.3? Toujours. Bah parce que ça Toujours. passe pas, ça Toujours. passe pas. On en reparle dans un instant, ne bougez pas dans le fait du jour. Et je vous rappelle donc la battle tout à l'heure. Vous pouvez voter sur le grand forum FM2 et répondre à cette question en rapport avec l'affaire Lola. L'irresponsabilité pénale doit-elle être supprimée pour les crimes sur les mineurs de moins de 15 ans? Je vous lirai l'article en question, parce que c'est un article 122-1 du Code pénal. Il est très précis et on peut vraiment penser qu'on se dirige vers cela. Ça voudrait dire que la suspecte âgée de 24 ans qui a été placée en détention à Fleury-Mérogis, où il y a d'ailleurs 167 femmes dans l'aile des femmes à Fleury-Mérogis. Alors elle a un traitement particulier parce qu'elle est placée à l'isolement en raison de la sécurité, de sa sécurité. Et puis on n'imagine pas qu'elle puisse faire plus de 10 minutes auprès des autres femmes au vu des crimes, du crime qu'elle a commis auprès de la petite Lola âgée seulement de 12 ans. Autant de barbarie. Le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu les parents de la famille qui sont aussi gardiens de l'immeuble en question dans le 19e arrondissement. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le grand forum avec aujourd'hui en plateau Nadia Cherif, Sonia Mebrek et Amine Sa sont avec nous. Et vous, amis auditrices, auditeurs, vous pouvez évidemment nous appeler à n'importe quel moment dans cette émission 01 40 33 9000. C'est une arme politique calibre 49.3 qui va être dégainée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est grâce à cet article que le gouvernement va pouvoir faire adopter sans vote son projet de loi 2023 pardon, et l'opposition évidemment qui s'apprête à bloquer ce passage en force, mais la majorité tente d'essayer de dramatiser un petit peu ce fameux 49.3. 2000 amendements à étudier, beaucoup trop pour tenir les délais selon Madame Borne, la Première ministre, qui est obligée donc de dégainer le 49.3 dans les rangs de la majorité. On dédramatise, comme je vous le disais, à l'image de Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, qui vient d'être nommée d'ailleurs, soit dit en passage, administratrice de France Télé. Ça ne s'invente pas. Écoutez, Madame Aurore Berger. C'est pas non plus le diable, le 49.3. C'est un outil qui a été utilisé avant et qui sera utilisé après nous. Et c'est pas un outil qui se fait contre la majorité, c'est un outil qui se fait parce qu'on constate tout simplement qu'il n'y a pas un député de l'opposition qui est prêt à voter le budget. Pas un. Voilà, donc c'est la faute de l'opposition en fait, si j'ai bien compris, selon Aurore Berger et Amine. On imaginait bien que cet argument allait arriver sur la table, c'est-à-dire que
depuis l'installation de la nouvelle législature, avec cet équilibre assez compliqué pour la majorité présidentielle, qui n'en est pas une puisqu'elle est relative, on savait que ça finirait par se crisper sur les sujets les plus importants. Et donc là, la majorité présidentielle va se heurter au mur de la majorité relative avec ce projet de loi de finances qui, au regard des échanges qui ont eu lieu à l'Assemblée, est largement insuffisant pour l'ensemble de l'hémicycle. Donc c'est un peu normal qu'on en arrive là aujourd'hui. On imaginait bien que cet article finirait par être utilisé par le gouvernement. Donc pas de surprise finalement. Mais bon, le seul problème, c'est que des réformes difficiles va y en avoir dans ce quinquennat. Ouais. Et je ne suis pas sûr que le 49.3 puisse être, comment dirais-je, utilisé à outrance. Ouais. Et donc, ce sera soit 49.3 encore une ou deux fois, et encore, je ne sais plus ce que prévoit la loi, mais je crois qu'il y a maintenant une utilisation limitée par session parlementaire. Ouais, donc, ça me paraît compliqué. Donc on se dirige tout droit vers une dissolution à mon sens, quoi. Le gouvernement ne pouvait pas se permettre de bloquer le budget 2023, Nadia, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Tout à fait, c'est ce qu'on est en train de nous dire, mais en même temps, moi je me souviens des mots du président de la République il y a quelque temps en disant que de toute façon il allait dissoudre si on ne mettait pas en avant une politique qui était d'après lui salutaire et nécessaire pour la nation. Ouais. Donc c'était un petit euphémisme pour faire passer la pilule du 49.3. Alors une manière de dédramatiser selon la majorité, Sonia, pour dire bon, le 49.3 c'est pas un drame, quoi. Voilà. Oui, mais bon, je pense qu'on est obligé d'en arriver là puisqu'il n'y a pas d'entente et qu'il n'y a pas de solution. Après, je pense que fil du temps, les choses vont être obligées de percer. On va arriver à un conflit forcément. Ouais. Voilà. Pour l'instant, ça va passer sûrement, ce 49.3, mais pour la suite, forcément, on va arriver à un obstacle. C'est la symbolique également vis-à-vis de la population française et des crises à répétition que l'on vit. Et là, moi, je suis un petit peu l'avocat du diable. Je veux bien que le gouvernement puisse... Je veux bien, moi, que le gouvernement puisse réagir et prendre ses responsabilités et prendre tous les outils à sa disposition pour faire le nécessaire. Mais dans un climat de grève, de tension, de crise et justement de manquement de visibilité quant à l'avenir, parce qu'en gros, j'ai jamais pu, et pourtant j'aime la France, je suis positive, je suis responsable et j'essaye de voir tout ce qu'on peut voir de positif dans la nation et ces dernières années également. Mais le vivre ensemble est difficile, l'économie est difficile, on n'a jamais eu autant de précarité, on n'a jamais eu autant de pauvres, on n'a jamais eu autant de gens qui disent qu'ils en ont marre, mais pour tout. Non mais entre eux, l'essence, entre l'énergétique, la nourriture, le fait de s'alimenter, payer ses factures, je ne pense pas qu'on soit déjà arrivé à un climat de saturation aussi conséquent. Et moi, je m'alarme quant à la suite, parce que c'est que le début. Donc, quand on rajoute le faux aux poudres, c'est-à-dire le 49.3, il faut s'attendre à autre chose de la part de la population. Il y a quelques jours là, qui ont démarré. Oui, qui ont démarré. Donc, ce pouvoir montre à quel point il fait preuve de mépris vis-à-vis des principes démocratiques, vis-à-vis de la liberté dans ce pays. Et donc, on a à la fois une crise dans le pays, tu l'as dit, de grandes difficultés, une inflation exponentielle. Enfin, on a tout un tas de difficultés qui s'accumulent. Et on a des autorités qui disent on va réquisitionner les grévistes pour faire fonctionner les raffineries. Alors, moi, ça me pose question entre les réquisitions, l'emploi de l'article 49.3 de la Constitution, demain peut-être une dissolution pour satisfaire comment dirais-je, le fait du prince. Moi, ça me pose question dans un état de droit. Mais Amine, par rapport aux réquisitions, je trouve que c'est quand même un peu normal qu'on fasse des réquisitions à ce niveau-là. Les gens sont en difficulté pour aller travailler. Il faut quand même, il y a des emplois qui sont quand même assez importants. Alors, moi, je te parle dans le cadre de la médecine. Bon, il faut savoir qu'il y a des infirmiers qui peuvent pas se déplacer. Ça a bloqué beaucoup de gens, les taxieurs, les Uber. Enfin, il y a comme voilà. J'entends, donc, mais il y a des moments où il faut quand même réquisitionner. Alors, et je trouve que là, c'est. Moi, je
suis pas tout à fait d'accord avec toi et je vais te dire pourquoi. Parce que le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Il est garanti, reconnu par la Constitution. Oui, mais c'est pas 100 personnes qui vont décider pour une majorité dans ce pays. Je termine. La réalité, c'est que c'est pas de la faute des grévistes. C'est pas de la faute des grévistes. C'est la faute de l'État qui n'a pas anticipé. Souvenez-vous, quand le mouvement de grève a démarré, qu'est-ce que nous disaient Madame Borne et Monsieur Darmanin et compagnie ? Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, c'est réglé. C'est des broutilles, etc. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que depuis le départ, ils refusent d'utiliser les stocks. Parce qu'on a des stocks, on a 90 jours de stocks disponibles qu'on peut utiliser quand on est dans cette situation-là pour permettre justement que le principe de continuité du service public puisse s'exercer et que notamment les métiers les plus importants puissent continuer de fonctionner. Mais là, ça a quand même été une gravité. Sauf que c'est juste une question de coût. Aujourd'hui, l'État refuse de puiser dans les stocks parce que ça coûterait plus cher derrière de les reconstituer. Donc c'est qu'une question de coût. Ils auraient dû anticiper la situation pour permettre que la situation que l'on connaît aujourd'hui ne puisse pas s'éterniser dans le temps. Oui, mais tu fais référence à l'exemplarité. Moi, je veux bien qu'il y ait des crises, etc. Je veux bien qu'il y ait des professions qui soient prioritaires. Tout à fait. Non, je n'ai pas de souci là-dessus. En revanche, moi, ce que je constate, c'est que comme d'habitude, là, je parle de préférence politique. Là, aujourd'hui, avec ce qui se passe en France depuis quelques années, pourtant, j'ai une sensibilité, j'ai le cœur à gauche, mais aujourd'hui, je ne reconnais ni la gauche ni la droite. J'y arrive plus. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Mais c'est l'exemplarité. Quand on a un gouvernement... T'as le cœur qui balance, madame Dia. Oui, j'ai le cœur qui balance. Tout à fait. Ça fait boum boum. Ça fait boum boum. D'ailleurs, la chanson italienne m'a fait beaucoup de bien. Mais ce que je dis, c'est qu'on a un gouvernement qui est hors sol. Avec des personnes au gouvernement qui ont des chauffeurs, qui ont des voitures de fonction, qui prennent des jets, qui prennent des hélicoptères. Alors, quel est l'impact dans leur vie ? Aucune. Donc là, on a la population qui vit et qui manage le pays et sur lequel on a besoin de mettre une pression, et le gouvernement qui dit c'est pas grave, il y a l'entre-soi. Moi, la bombe de ce matin avec l'éligibilité à la RATP de M. Castaner. Ah ouais, non, M. Castex. Castex, pardon. Castaner, il est dans le beau drap. Exactement. Et le gouvernement qui dit que tous les députés Renaissance qui n'ont pas trouvé de poste, on va les recaser tranquillement. Non, moi, il y a une réalité des Français qui aujourd'hui ont du mal à joindre le debout, qui aujourd'hui ont des besoins primaires de services publics, l'éducation nationale, les hôpitaux. Il connaît le métro, Castex, il l'a pris au moins. Il l'a pris, justement, moi je pense qu'il l'a pris pour voir ce que c'était. Comme ça fera un bon PDG. Donc, il faut resituer il va remplacer le contexte. Madame Borne, elle a été PDG de la RATP. Oui, mais il faut resituer le contexte et dire qu'aujourd'hui, moi je suis désolée, il faut les gilets rouges. Je l'ai toujours dit. Gilets rouges. Il faut les gilets rouges. C'est fini les gilets jaunes. Non, il faut les cols roulés maintenant. Juste un point, Christophe. Le droit de grève, l'esprit même du fait de faire la grève, c'est pour créer. Non, mais au-delà du droit, c'est pour créer des difficultés, pour impacter l'activité. Quand on fait grève dans une entreprise, c'est pour impacter l'activité de l'entreprise et donc empêcher que... Se faire entendre. Voilà. Donc, c'est les mecs qui gagnent 3 000 € pour grève, quand même. Au départ, la grève... c'est pas des spicards. Non, mais c'est pas ce que je dis. D'abord, la question des 5 000 €, c'est pas vrai. Non, j'ai dit 3 000. Non, on est même loin de ça. On est plutôt autour de 2 500 €. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas la question. C'est pas des spicards, quoi. Quand on fait grève, mais c'est pas grave. 2 500 €, c'est pas non plus des gens fortunés. Donc quand on fait grève, c'est aussi pour impacter l'entreprise et donc impacter son résultat. C'est là où ça aurait dû s'arrêter. Donc on est passé d'une grève qui aurait dû être circonscrite à l'activité de Total, qui s'est transformée en grève générale, impactant l'ensemble des secteurs. Puis le PDG c'est là qu'il y a un problème. Avec un PDG en plus qui fait preuve de beaucoup d'outrance en tweetant quand même son salaire qui est à hauteur quand même de 6 millions d'euros. Il faut pas déconner, quoi. Donc c'est un peu gonflé quand même. C'est là qu'on voit quand même à quel point ils sont totalement déconnectés, les mecs, quoi. Totalement total. Totalement total. Alors justement, pour faire référence avec ce hashtag qui est apparu sur les réseaux sociaux, balance ton salaire. Est-ce que vous êtes favorable à ce que tout le monde donne son salaire? Moi, je trouve qu'il y a un tabou autour du salaire en France qui est absolument... Voilà, ça en devient ridicule, quoi. Après, je suis pas non plus pour qu'on expose sa richesse en permanence. Je pense qu'il faut un peu de pudeur, mais il faut pas non plus en faire un tabou. Il y a beaucoup de fantasmes autour des salaires.
Tu sais que pendant longtemps, Ouais, il y a- je pense. il y a des gens qui croient, qui pensent que d'être animateur sur France Maghreb 2, on est payé une fortune. Mais si vous Non, saviez. non, mais avec ta Rolex, c'est Ouais, bon. ouais, Hein. On t'a T'as vu, réussi ta on vie t'a à vu, 50 on t'a vu, ans, Christophe. Oui, oui, j'ai un château, j'ai tout ce qu'il faut, moi, il n'y a pas de problème. Allez, dans un instant, on va parler justement et revenir sur cette journée de mobilisation. Hier, on nous promettait la mardi noire, la grève générale. Bon, en fait, il n'en était rien. Franchement, ça ressemblait à rien. Les syndicats ont-ils encore un point? S'agit-il d'un échec des syndicats? 107 000 personnes auraient manifesté selon le ministère de l'Intérieur dans toute la France, seulement 13 000 à Paris. Moi, je veux bien entendre qu'apparemment, il y a de plus en plus de problèmes, il y a de plus en plus de précarité, de pauvres, etc. Mais il y a de moins en moins de gens dans la rue. Donc, je sais pas à quoi c'est dû. On en reparle justement, les syndicats. Grosse journée d'action prévue le 5 décembre. Apparemment, celle-ci va être... on nous promet toujours que ça va être le grand jour, quoi. Voilà, le feu, etc. On a surtout vu des politiques venus s'afficher, tels que la France Insoumise en particulier, dans cette manifestation. On en reparle dans un instant de l'impact des syndicats. À tout de suite. Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Le numéro du bonheur, n'hésitez pas les amis, on vous attend. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2.
Sonia Mebrek, secrétaire médicale, avec Nadia Cherif, banquière et militante associative sur France Maghreb 2, avec cette question aujourd'hui à laquelle on va tenter de répondre et débattre ensemble, si vous le voulez bien, autour de cette journée de mobilisation de grève générale hier. 107 000 manifestations, 107 ce serait vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'on peut parler d'un échec des syndicats ? Ils étaient plusieurs milliers à s'élancer en fin de matinée dans les rues de Marseille. À Cherbourg, à Pau ou encore Aurillac, de nombreux cortèges, mais un seul mot d'ordre, la hausse des salaires. Les dividendes sont records d'après y compris la presse patronale. Et en bas, on se rationne. Donc le match, il est là. Il est le match pour la justice sociale. On demande un SMIC à 2 000 €, ce qui correspond aujourd'hui à une augmentation de 300 €. Mais il a déjà augmenté le SMIC 3 fois depuis le début de l'année 2022. Vous croisez des gens dans la rue, apparemment, malgré l'augmentation du SMIC, les fins de mois restent difficiles. On a affaire à des compagnies pétrolières qui jouent sur la vie des Français, qui nous font les poches. Nous, ce que nous demandons, c'est de bloquer les prix, de baisser la TVA sur l'essence, de faire en sorte que ça ne devienne pas un luxe que de faire son plein. Nous, les jerrycans siglés LVMH ou Christian Dior, on n'en veut pas. C'est un bras de fer avec le pouvoir, une espèce de mai 68 perlé, quoi, si vous voulez, hein. Parce que l'agression est tellement féroce que même les plus indifférents se disent « Ah, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ?» Alors là, franchement, on est très très loin du compte pour Mélenchon, qui jubile évidemment de mai 68, de révolution, etc. On en est vraiment très loin, Nadia. Les syndicats ont-ils pas perdu la guerre, mais perdu une bataille ? Moi, je pense, bon, pas la guerre, bien sûr, mais une bataille, oui, parce que je pense aujourd'hui, quand on va sur le terrain associatif et qu'on va justement vers les populations qui vivent dans des quartiers où ils tiennent, certaines régions, et notamment à travers leurs emplois à la personne, service, etc., où ils disent, mais 1, j'ai pas le temps, 2, je dois payer mes factures, 3, à quoi ça sert, très sérieusement, dans mon quotidien. Depuis la crise, depuis le Covid, on nous a félicités, on nous a dit bravo, heureusement que vous êtes là, ça n'a rien fait. Dans leur quotidien, ça ne change pas. Et il y a cet effet de déclassement avec, comme a dit une personne politisée, la sobriété subie, c'est ça, ou je ne sais plus quel était le terme pour le nouveau terme pour pauvreté. Je sais plus. Tu sais plus ? Moi, c'est extraordinaire. Sobriété subie, je pense. Et là, je me dis qu'on est en train de faire en sorte de dire à la population française, tenez le coup, ça va aller. Ça va aller, mais jusqu'à quand ? Et là, la population française dit, stop, on n'en peut plus. Et même les syndicaux, aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment d'action concrète qui puisse aider la population française à enfin y croire, à enfin avoir de l'espoir. Ouais. Amine, les syndicats ne pèsent plus ? Comme tous les corps intermédiaires, que ce soit les syndicats, que ce soit les partis politiques, etc., il y a quand même on voit qu'il y a un système qui est à bout de souffle aujourd'hui. On l'a vu avec il y a quelques années avec le mouvement des Gilets jaunes, qui réunissait tous les samedis plus d'1 million de personnes dans la rue à travers toute la France. Et ce mouvement qui était spontané, qui n'était pas initié ni par les partis politiques, ni par les syndicats, il s'est retrouvé au final à bout de souffle également au bout d'1 an quand même de mobilisation, mais parce qu'il y a un système macroniste qui a réussi à couper, à mettre fin à ce mouvement. Et je pense que depuis le mouvement des Gilets jaunes, l'ensemble des mouvements sont à bout de souffle. J'ai l'impression qu'il y a une forme de découragement finalement de la part des manifestants, enfin de la population de manière générale. Et donc les syndicats aujourd'hui sont plus que dépassés par l'ampleur des événements. Sonia, le système de santé n'était pas en grève hier ? Non, n'était pas en grève. D'ailleurs, on l'a vu, à la manif, il n'y avait pas grand monde. Moi, j'ai regardé quand même, par curiosité, ce qui se passait. Après, je pense qu'il y a aussi une malgérance aussi, des syndicats aussi. Je pense qu'il y a une malgérance. Je pense que les gens sont à bout de souffle. Et c'est vrai que de se dire d'aller passer une journée à manifester et
que d'aller travailler. Les gens préfèrent aller travailler aujourd'hui. Enfin, on nous promettait quand même un mardi noir, grève générale. Vous avez entendu Mélenchon qui nous parlait de mai 68. Oui, mais alors Mélenchon, il est un peu dans toutes les sauces quand ça l'arrange et voilà. Après, moi, j'en pense pas du bien de Mélenchon. Je trouve que c'est quelqu'un qui est un peu, qui aime se faire paraître et qui n'est pas vraiment pour les pauvres. Réellement, c'est surtout pour son statut. Alors, on accueille Maryse qui est avec nous et qui nous écoute du côté de Avignon, dans le sud de la France. Bonjour Maryse. Pas Maryse, Marie. Marie, pardon. Bonjour Marie, comment ça va? Bonjour, écoutez, moi je suis une vieille dame. J'ai toujours manifesté et là, hier, je suis pas allée parce que je suis fatiguée. Et les bus, ils n'ont pas manifesté. On a eu les bus, on avait tout. Et moi, je trouve que les gens devraient mieux aller travailler parce que faire la grève et les gens qui ont personne pour leur garder les enfants et tout ça, je préfère aller travailler parce que nous, avant, on a toujours travaillé, on n'avait pas les bus, on n'avait rien. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que les gens, ils pensent beaucoup, comme hier, ils pensent plus à la bouffe et tout, alors qu'il y a un couple qui donne le malheur, là, qu'on a tué leur petite. Et moi, depuis ce jour-là, j'arrête pas de pleurer parce que j'ai des enfants, ils sont grands, hein. Ils sont partis un peu partout. Je suis grand-mère et c'est affreux, c'est vraiment, c'est un drame. Ouais. Et les gens, ils vont manifester au lieu d'aller soutenir ce couple. Ça n'a rien à voir, Marie, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Oui, mais ça n'a rien à voir, Marie. Qu'est-ce que vous racontez? Mais non, mais la grève, qu'est-ce qu'elle va leur apporter, la grève? Les gens, ils vont manifester pour une augmentation de salaire, Marie. Et ça change quelque chose? C'est toujours les mêmes qui sont oui, madame, bien sûr, le droit de grève. Les mêmes qui sont en bas. Il y a tout un tas de droits. Vous avez commencé en disant, moi j'ai toujours manifesté, puis vous êtes en train de finir votre propos en disant, oui, ça sert à rien d'aller manifester, il faut aller travailler. Je comprends pas bien votre propos là. Non, mais je pense que la dame, j'ai dit, il vaut mieux aller travailler. Bon, merci beaucoup, Marie, mais c'est pas très cohérent tout ça, hein, si je puis me permettre. 01 40 33 9000, ça n'a rien à voir, il faut pas tout confondre. Voilà. Non, mais c'est pas une question d'avis, il faut être cohérent quand même, minimum. Non, mais Christophe, je pense qu'elle a toujours manifesté, mais que le fait d'avoir perdu cette jeune fille, cette petite fille, ça a touché énormément la population française, tout le monde entier. Alors maintenant, ça va d'ailleurs. être l'affaire de l'affaire Lola qui avait personne dans les rues, n'importe quoi. Mais non, arrêtez de dire n'importe quoi. À elle, c'était pas le bon timing. Voilà, c'est ça. Bah oui, le bon timing. Alors ça, c'est pour autre chose. C'est jamais le bon timing, bien sûr. Oui, mais moi, je parle de façon individuelle pour cette personne. Ouais, mais moi, j'aimerais qu'on parle plus spécifiquement du syndicat de la CGT, là, qui en fait énormément. On sait qu'il y a des élections dans ce syndicat bientôt. Il y a un coup à jouer. Pour le coup, la CGT a-t-elle encore un aura dans ce pays, Amine? La CGT. La CGT, ça continue d'être quand même une organisation syndicale très puissante dans le pays. Alors, je crois qu'ils étaient passés à la seconde place aux dernières élections. Donc pour eux, il y a un enjeu pour reprendre la tête dans le pays devant la CFDT. Donc là, on est pour eux dans une séquence qui est plus que importante. Donc, mais le problème, c'est qu'on a quand même une forme de résignation dans le pays de la part de nos concitoyens qui considèrent qu'aujourd'hui, comme à l'image de ce qu'on vient d'entendre de la part de cette dame, que ça ne sert plus à rien finalement, etc. Sauf que si on ne se bat pas pour plus de justice sociale, plus d'égalité, au moment même où les grands groupes font de super profits, je rappelle quand même qu'au premier semestre total, c'est 11 milliards d'euros de bénéfices, 2,6 milliards versés déjà aux actionnaires. Donc, je ne vois pas pourquoi ceux qui sont la force vive de cette entreprise, qui font tourner la machine industrielle, ne pourraient pas bénéficier aussi des retombées en termes de salaire. 100%, c'est une société privée, c'est pas une société publique. C'est une société privée. Et alors moi, je suis pour redistribuer. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, mais il faut resituer le contexte. On peut pas demander à une société privée. C'est comme si toi, tu as ton entreprise et il y a quelqu'un qui te dit, de force,
tu donnes tant. Tu dis, mais j'ai souffert mais pendant 10 ça ans. existe dans toutes les entreprises, ça, les négociations annuelles. Tout à fait. Sur les mais salaires. Donc, là, il faut négocier, mais ça reste du privé, c'est la société. Mais la NAO, c'est dans le privé, je rappelle. Tu peux même négocier ton Tout salaire. à fait, tu peux, oui. Bien sûr, mais c'est précisément de ça dont il s'agit. J'aimerais qu'on écoute Youssef, qui nous appelle, il est de Paris. Salut Youssef. Allô? Oui Youssef, bonjour, pardon de te réveiller. Comment ça va mon Youssef? Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, vas-y, on t'écoute. Oui, moi je demande est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le gouvernement, quand la situation empire à ce point-là, de mettre la sécurité de l'État en danger, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas l'armée faire le travail des grévistes? Voilà. Faire l'armée, j'ai rien compris. Youssef, pourquoi tu veux envoyer l'armée? Pourquoi, quand la situation devient aussi dangereuse pour le pays, mais qu'est-ce qui devient dangereux? L'exécutif n'envoie pas l'armée. Le manque d'essence. Non mais qu'est-ce qui devient dangereux, Youssef? Pourquoi c'est dangereux? Qu'est-ce qu'il y a? Le manque d'essence et la violence au niveau des stations essence. Depuis 5 jours. On va pas le pays bloqué, vous en faites un peu trop là, c'est au niveau de l'essence surtout que ça bloque. L'essence n'est pas non plus... Il y a plein de gens qui n'ont pas de voiture et qui sont pas impactés. Oui, alors vous voulez déployer l'armée pour aller régler les problèmes de sécurité dans les stations de service pour les incivilités, Youssef, c'est ça? Non. Bah alors expliquez-vous. Conduire les camions citernes. Ah d'accord, oui. Pour conduire les camions citernes. Oui, bah je sais pas pourquoi déployer l'armée pour ça. Non mais c'est pas les camions citernes, le problème c'est les raffineries. Voilà, de toute façon le problème c'est pas le transport le problème, hein. C'est pas l'acheminement des carburants. Le problème c'est faire fonctionner les raffineries, c'est fabriquer le carburant parce qu'il arrive. C'est spécifique, il faut vraiment que ça soit des gens qui peuvent raffiner aussi en même temps. Oui, donc ça s'appelle de la réquisition. Vous êtes favorable à la réquisition, vous, Youssef? Ce n'est pas vraiment la réquisition, puisque c'est l'armée qui va prendre la place. Oui, mais non, mais ça se passe pas comme ça. L'armée, elle est pas à la non, mais il faut être il y a des compétences nécessaires. Non, mais l'armée, pour faire fonctionner un travail précis. Il faut pas non plus parler de l'armée à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays. Ça va durer encore un mois ou quoi? Non, il y a une raffinerie là qui a repris le boulot, je crois, parmi les 3 ou 4 qui étaient encore en grève. Il y en a une qui vient de reprendre le travail et 3 autres qui ont continué la grève. Bon, ça va pas tenir longtemps, hein, rassurez-vous. Je pense que la direction de Total joue la tactique du pourrissement. Et ça va marcher, vous allez voir qu'au bout d'un moment les gens vont lâcher parce qu'il y a des crédits, parce que les gens n'ont pas les moyens de faire grève autant de temps, hein, voilà, indéfiniment. Ils ont obtenu certaines choses. Ouais, 7% au lieu de 6%. Ils ont obtenu des primes de 3 à 5 000 euros, oui, bon voilà. Non mais la seule chose qu'on peut dire sur cette grève qui à mon sens pose question, c'est le fait d'avoir initié une grève de la part de la CGT alors même que les négociations n'avaient pas lieu. C'est ça qui me pose véritablement problème. Allez, après sur le fond, je pense qu'il fallait un mouvement pour permettre... Non, il n'y a pas de on en reparle dans un instant. On leur a dit qu'il n'y avait pas de négociation possible. Stop, le capitalisme il a frappé aussi. Que nous couvrons chaque jour avec des invités et avec qui nous faisons connaissance, avec les partenaires locaux qui travaillent en lien bien sûr avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors revenons à cette journée d'action donc, qui avait lieu hier. 107 000 personnes, je le disais, dans les rues, 13 000 seulement à Paris. Peut-on parler d'un véritable échec des syndicats? Nadia, à l'instant tu étais pressée de prendre la parole sur ce que disait Amine. Bah, on t'écoute ma Nadia. Prends la parole, exprime-toi. Toujours. La liberté ici, Nadia. Toujours. On est toujours bien accueillis et en plus on a le droit de parole, donc c'est important. Non, mais je pense qu'il y a ça va pas durer. Il y a un petit côté éphémère au niveau justement de l'action des grèves et puis aussi l'intervention des syndicats qui ont moins de pouvoir et qui ont moins d'aura. Aujourd'hui, on vient moins manifester parce que la population est lassée justement de ces actions qui, in fine, ne leur apportent rien dans leur vie au quotidien. Donc le gouvernement a de beaux jours devant lui. Je pense que pour le gouvernement aujourd'hui, ils se rendent compte que les Français en ont marre et qu'il va y avoir une action beaucoup plus importante des citoyens. Et moi, ça, je le crois depuis très longtemps. Et je pense que ça va arriver et ça va faire très mal. Sonia, on se rappelle d'un blocage en 1995, si vous l'avez connu. Voilà. Là, c'était véritablement une grève générale. En 1995, plus rien ne marchait. Plus rien. Les transports, tout était fermé. Oui. Ouais, vous vous rappelez quand même, bien sûr, pendant 3 semaines. Oui. Mais je pense qu'on peut y arriver à ce stade-là. Hein. Je pense que on en est très loin.
Non, mais les choses ont changé, Sonia. Non, mais là déjà, avec tout ce qui se passe, la pénurie, les gens, je pense que les gens, à un moment ou à un autre, ils vont craquer. Ils vont craquer. On est en train d'entrer dans le fameux 4e tour des élections présidentielles. Donc on a eu les 2 premiers tours, l'élection législative qui a vu le match Macron-Mélenchon avec la volonté de... Tous les scandales, enfin le scandale de Wauquiez avec ses 100 000 € de déjeuner, et puis les autres personnes au gouvernement qui ont des salaires fulgurants, ou le placement des personnes qui n'ont pas de poste au gouvernement, alors qu'il avait dit, Monsieur Macron, notre président, non, et puis surtout ceux qui sont mis en examen, ceux qui sont mis en examen qui restent en poste. Alors ça, c'est absolument fou. On change les règles en cours de route. Jamais eu autant. Ce qui est dingue, c'est qu'on s'est quand même acharné sur Adrien Quatennens, sur Bayou, etc. Et sans doute qu'il fallait le faire parce qu'il y avait une situation qui était inacceptable. Mais on voit quand même que Darmanin, qui a été accusé d'un certain nombre de choses, est toujours Dupond-Moretti, qui est mis en examen aujourd'hui et qui est toujours en place. Et d'autres, c'est juste... On est dans le plus grand mépris que l'on ait jamais connu sous la 5e République. Ça passe crème. Oui, il est temps que les gens s'engagent, se mobilisent. Donc moi je suis pour que les gens se mobilisent et continuent de revendiquer plus de transparence dans l'action publique. Un auditeur nous disait hier, Sonia, que si les gens avaient bien voté, peut-être qu'on n'en serait pas là. Au mois de mai dernier, au mois d'avril, voilà. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Personne s'est déplacé en disant voilà, ou pas grand monde en tout cas, puisque notre président a été réélu avec 25% de la population. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne se sont pas déplacés parce qu'ils pensent que le vote ça ne sert à rien. Continuons ainsi. Mais je pense que c'est aussi, faut mobiliser les gens aussi à voter. On n'arrête pas. Il y a des jeunes qui ne prennent pas conscience aussi de la gravité de ne pas voter. Je pense qu'il faut déjà remettre aussi en question tout ça. Je pense qu'il y a des jeunes qui ne se posent pas de questions, qui ne disent pas que c'est important pour l'avenir, pour leur travail, pour plein de choses. Et c'est ça surtout, c'est mobiliser les jeunes. Voilà. Nadia, on se plaint en permanence, mais les gens ne se mobilisent pas assez, on ne va pas voter suffisamment. Parce que moi j'ai remarqué... j'ai aidé justement... dans la ville dans laquelle j'étais à ce moment-là, les gens se sont... Justement, le 93. Les gens se sont mobilisés, les citoyens se sont mobilisés. Je pense que beaucoup sont allés voter quand même. Pas suffisamment encore, on a encore pas suffisamment la preuve. Participation très faible quand même en Seine-Saint-Denis notamment. Mais il y a une initiative là à Aulnay, je ne sais pas si vous avez vu passer, c'est Brut qui en a fait la publicité. Les fameux jeunes là qui ont organisé la sécurité autour. C'était magnifique, franchement, c'est un bon exemple. Donc ça veut dire en banlieue, il y a aussi quand même de belles choses, il y a de la solidarité, de l'altruisme, de la bienveillance. Non mais on en parle souvent pour en dire du mal. Sauf sur CNews évidemment. Là pour le coup. Et là, je trouve que personne n'a repris. Ça aurait pu être. Non, mais ça aurait pu être repris dans les grands médias. Ça n'a pas été repris dans les grands médias. C'est dommage. Mais c'est pas vendeur, ça, Amine. Une banlieue qui marche bien. Mais si c'est vendeur, puisque quand c'est très repris sur les réseaux sociaux, c'est que ça intéresse. Donc ça peut être très vendeur, bien sûr. Ça aurait pu être repris, ne serait-ce que par le France Télévisions, qui est quand même la télévision publique. Et donc, ce genre d'initiative devrait être relayé par la télévision publique. Mais aujourd'hui, les jeunes en particulier regardent beaucoup moins la télé. C'est vrai. Les gens s'informent plus sur les réseaux sociaux. C'est mieux. C'est tout à fait vrai. Et parce qu'il n'y a pas ce fameux filtre, cette fameuse censure qui est nécessaire. Tiens, on va aller à Saint-Etienne, les gars. Saint-Etienne, la ville perdue au milieu de nulle part. Nadia, salut Nadia. La ville perdue au milieu de nulle part, mais qui représente la capitale européenne du design, Christophe. Il faut se mettre à jour. Bonjour Nadia. L'accent de les logiciels. Alors moi j'appelle parce que pour les grèves là. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les gens ont peur, même s'ils ne le montrent pas. Parce que maintenant, tu te fais canarder méchant. Moi, j'en ai connu des grèves à l'époque. Je sais pas la moyenne d'âge qu'il y a sur le plateau, mais moi, j'en ai connu. Et crois-moi que c'était des grèves. Et on en a bavé. Et on a obtenu certaines choses. Par contre, qu'est-ce qui pousse le peuple à se révolter une bonne fois pour toutes? Il n'y a pas 50 solutions. Il n'y a pas 50 choses, Christophe. C'est la fin. Et petit à petit, si vous observez bien, c'est en train de se mettre en place. Quand les impôts sont trop lourds, quand les gens n'arriveront plus à manger, sortiront leur nez de leur iPhone, tu verras, Christophe. Mais Nadia, moi je t'entends, je veux bien entendre tout ça, mais fais un petit tour sur les terrasses. C'est un fait. Non, mais Nadia, écoute. Les gens arrivent encore un petit peu à manger, Christophe. Nadia, je te jure, franchement, on va faire un tour à Paris. Bon, t'es pas à Paris,
mais tous les terrasses de resto sont pleines. Non mais sont Christophe, blindées. je t'en prie, Christophe. Mais non, mais je t'en prie, moi je constate. Proportionnellement parlant, va dans des banlieues et tu verras qu'il n'y a pas de terrasse et que les gens ils vont pas manger dehors. Bon, merci beaucoup Manadia en tout cas, et on sera amené à en reparler sur France Maghreb 2 dans un instant. On accueille nos invités sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Nadia? Les restaurants sont pleins, c'est pas ma faute. Non mais sur Paris, Arrête, tes conneries, va à Châtelet, tu vois. C'est blindé, je te jure. Sur Paris, il y a des touristes, il y a des Parisiens. Il n'y a pas que des touristes. C'est pas forcément des Français. C'est pas la gueule des touristes que je vois à Châtelet. C'est très international, Paris. Ouais, bon, allez, ne bougez. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Forum, votre émission quotidienne du lundi au vendredi de 16h à 18h. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi, nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, le Grand Forum FM2, sur TikTok, le Grand Forum, sur Instagram, le Grand Forum FM2, et tout à l'heure une belle battle en perspective avec cette question liée à l'actualité et liée à l'affaire Lola. L'irresponsabilité pénale doit-elle être supprimée pour les crimes sur les mineurs de moins de 15 ans? Et bien précisé, attention, question importante. 82% disent oui pour l'instant sur Twitter. Le Grand Forum FM2, ça peut changer, ça peut évoluer. Et peut-être qu'à l'issue de la battle, ça va changer. Réponse tout à l'heure en fin d'émission. Pour l'heure, c'est le zapping jingle. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Excellent jingle. Bah oui, il est bon le jingle quand même. C'est jingle maison, ça les amis. Alors, dans le zapping, pour commencer, ça a été véritablement... comment dirais-je, une confrontation directe hier à l'Assemblée nationale autour de l'affaire Lola, et un député LR qui a interpellé le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui visiblement est intervenu dans une colère noire. Marine Le Pen qu'on a remis couche. Extrait de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier autour de l'affaire Lola. Le défaut d'exécution de ces décisions de justice rend votre ministère responsable de ces drames. Vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici. Voilà la lourde conséquence de votre inaction. C'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Et je pense que le meilleur reste à venir. Vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération et en attaquant par cet argument éculé ceux qui s'en scandalisent. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. Voilà, l'ambiance était plutôt glaciale hier à l'Assemblée nationale. On disait récupération politique autour de cette affaire Lola, Nadia. Oui, mais moi je ne suis pas si étonnée que ça. Bon, j'ai bien sûr qu'on a tous de la peine parce qu'on pense d'abord aux parents, mais ce n'est pas étonnant, il y a toujours eu une récupération à partir du moment où il y a une consonance étrangère quant au nom de la personne qui a commis des atrocités de tout temps. C'est pas nouveau. Et justement, on le récupère encore plus en ce moment où il y a une situation de crise et un effondrement des valeurs pour certains. Parce qu'on n'est plus du tout dans la solidarité, dans l'entraide. Aujourd'hui, on est qui a fait du mal et il faut trouver la stigmatisation de certaines communautés. On n'est pas dans le vivre ensemble. On l'est moins, en tout cas. Ouais. Sonia, tu partages ? Je partage totalement, oui, mais je pense que si ça avait été une personne d'une autre origine, entre guillemets française ou autre, le discours n'aurait pas été le même. Voilà, forcément. Je pense que chacun y trouve un peu son intérêt. D'où la récupération. Tout à fait. Amine. Non, mais des monstres, il y en a partout. Oui. C'est-à-dire que le Rassemblement national fait du Rassemblement national. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de surprise dans la manière dont ils abordent le sujet. Donc, ils essayent d'en faire un fonds de commerce pour aller séduire encore des électeurs. Donc, bon, très bien, pourquoi pas, mais
il faut que le reste des progressistes, de ce qui reste de la République, continue de combattre, de lutter contre ce genre de comportement et ce genre de récupération politique. Et là, dans l'instant, la seule chose à laquelle il faut penser, c'est à la douleur de la famille et respecter ce moment de deuil pour la famille. Quand Philippe Poutou est invité sur BFM TV et qu'il en profite pour les tacler, voici ce que ça donne. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une grève relativement importante, c'est toujours un peu les mêmes reportages. Quand c'est les éboueurs qui font grève, il y a des déchets qui s'accumulent dans les rues. On fait des reportages sur le manque de propreté. Quand c'est des postiers ou des postières, il y a plus de courrier. Quand c'est des cheminots, il y a plus de trains. Et là, c'est des raffineurs, donc ça pose des problèmes de ravitaillement en essence. Mais ce que ça montre, c'est que c'est des boulots hyper utiles, hyper importants, et que d'ailleurs, ça devrait pouvoir permettre de discuter de la nécessité de les payer normalement. Mais vous vous rendez compte, par exemple, mais on va revenir sur les revendications, les conséquences en cascade. Là, j'ai fini justement mon développement. C'est que, par exemple, on aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde, en fait. S'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même, pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde. Ouais. Et sauf donc, que là, c'est pas pareil. Ce qui est important de discuter, c'est ça, c'est que c'est pas juste, est-ce que ça gêne des gens? Oui, ça gêne des gens. Maintenant, ça gêne des gens parce que ce sont des boulots qui sont incontournables, et parce que ce sont des boulots incontournables, on devrait aussi discuter de l'importance qu'il y ait une rémunération correcte, qu'il y ait des conditions de travail correctes, qu'il y ait des effectifs corrects. Évidemment. Et c'est ces points politiques-là qu'on ne discute pas. Alors qu'en fait, c'est ça que ça veut dire. La grève, elle a ce sens-là. Voilà, en fait, on fait grève et on emmerde les gens, quoi. C'est ça. C'est pas tout à fait ça, quand même. Non, mais non, j'aime là, bien c'est le un plan sur le plateau. C'est une grève. Non, mais là, c'est un petit raccourci. Oui, je sais, mais c'est fait exprès. C'est sciemment. C'est sciemment, on va pas refaire le débat, mais voilà. Ouais. La grève, non, mais ce qui est intéressant, vous avez remarqué le petit pic à BFM TV. C'était quand même pas mal. C'était bien amené. C'était bien tout lui. C'est tout C'était bien amené, je trouve. La punchline était bien amenée. Ciblée. Bah oui, mais c'est une réalité. On pourrait faire grève les éditorialistes de BFM TV, personne s'en rendrait compte et personne s'en plaindrait, bien au contraire. Encore plus ceux de CNews. Je veux dire, alors là, on s'en plaindrait pas, on serait même ravis. Bruno Le Vert est très offensif envers les grévistes, lui, c'était il y a 2 jours sur Europe 1. Que dites-vous à Philippe Martinez ce matin? CGT peut toujours protester, je n'ai rien à dire de particulier à Philippe Martinez, j'estime que les négociations ont eu lieu, j'estime que la voix de la majorité a tranché. Voilà, donc il estime que tout est réglé et que tout le monde doit reprendre le travail. Terminé avec un col roulé. Voilà, et c'est ça, et c'est bien, et ça lui va bien. Ouais. Alors, on peut aussi parler des problèmes d'essence, évidemment, on en connaît tous en ce moment, et dans certaines régions, et en particulier en Ile-de-France aussi. Des autres stations qui en profitent pour augmenter les prix. Oui, le samplon 95 a pris plus de 7 centimes et le gazole près de 12 centimes par litre. La première raison, on ne la trouve pas en France, mais chez les pays producteurs de pétrole. L'OPEP a décidé de baisser sa production, résultat, une hausse du prix du pétrole au niveau mondial. Ajoutez à cela la France, obligée d'acheter du carburant à l'étranger pour compenser l'arrêt des raffineries. Alors, je ne sais pas si vraiment c'est réel cette histoire, que la France soit obligée d'acheter du carburant à l'étranger, puisque Amine, tu nous disais tout à l'heure qu'il y a des réserves. Alors, on a des réserves qu'on appelle réserves stratégiques. Environ 90 jours, un peu plus, peut-être jusqu'à 120 jours d'autonomie si l'ensemble des raffineries sont à l'arrêt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gasoil et l'essence, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est produit, qui est raffiné en France, l'autre non. C'est pour ça que, par exemple, le gasoil, vous en trouvez plus fréquemment que l'essence, parce qu'il vient essentiellement de l'extérieur, ce qui n'est pas le cas de l'essence qu'on raffine ici en France. Et donc, c'est pour ça qu'on a plus de difficultés à trouver de l'essence que du gasoil. Mais on pourrait, si toutes les raffineries fermaient pendant 120 jours, on pourrait disposer de carburant. Et on sort pas la réserve là. Et là, on n'utilise pas la réserve parce que, en fait, la réalité, c'est que pour reconstituer la réserve derrière, c'est beaucoup plus cher parce qu'au moment où on l'a constitué, le prix du baril était très très faible. Et donc, si on. Et là, il redescend, on est à $90, j'ai regardé ce matin. Oui, mais on est quand même au-delà des prix qui étaient appliqués au moment où on a reconstitué la réserve. Donc, reconstituer la réserve derrière coûterait extrêmement plus cher. Ouais. Qui roule au gasoil, par exemple, tiens? Non. 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 Gasoil. Gasoil, voilà, il en fallait un. Tu roules à quoi, toi, Sonia? Moi, du
Du sans-plomb. D'accord. Nadia, tu roules à quoi? Sans plomb quand j'ai une voiture. Ouais, difficile à trouver d'ailleurs. Donc personne suit les recommandations du gouvernement aux voitures électriques. Ah bah non. Moi je veux bien qu'on me la paye par contre. Hein. Bravo. Écoute, tant qu'à faire. Non mais non seulement ça coûte cher, sauf qu'aujourd'hui, on a une prime de 7000 balles. Tout le monde évoque la voiture électrique comme une révolution, sauf que aujourd'hui, on n'est pas encore en capacité d'évaluer jusqu'à quel point ça peut être polluant. Les batteries, c'est extrêmement difficile à traiter comme déchets. L'électricité qui est produite, elle expliqué que c'était pas aussi important. Moi le jour, à l'échelle de la vie de la voiture, je ne suis pas certain que ça soit qu'une fois le véhicule plus en état de marche, est-ce qu'il est toujours moi je veux dire le jour où ils arriveront à faire des voitures électriques qui ont une autonomie de 800 km et qu'on puisse recharger en 5 minutes, là pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas, oui. C'est pas le cas du tout. Voilà. Tiens, Emmanuel Macron qui était au salon de l'auto, il était faire le beau avec le patron de Renault. Il avait un petit message quand même pour les compatriotes qui souffrent et qui ne trouvent pas d'essence. Ça se règle le plus vite possible, moi surtout. Je suis aux côtés de tous nos compatriotes qui galèrent et qui ont assez de cette situation. Donc voilà, je veux simplement leur dire qu'on va continuer de faire le maximum. Voilà, vous inquiétez pas, monsieur le président est là. C'est rassurant, non, Nadia? C'est bien sûr, surtout qu'il prend sa voiture tous les matins, que c'est lui qui la conduit et que aussi il a tous les mois à faire son budget et à analyser justement son budget essence tous les mois et voir quel sera son arbitrage vis-à-vis de ses autres postes des dépenses, j'en suis sûre. Ouais, comme tous les Français. C'est un peu démagogue ça, Nadia. Non mais à un moment donné, il faut arrêter la fumisterie. Faire ce discours dans un salon de l'auto. Pas être grossière. Ce discours dans un salon de l'auto, c'est un peu gonflé quand même. Ouais. Oui, bon. je trouve. Tu perçois que c'est de la suffisance encore que nous fait Macron, Amine? Oui, non mais ça depuis le début de son mandat, hein. Enfin même du précédent mandat, il est dans une forme de suffisance, de mépris. Enfin moi c'est, je sais pas comment on a fait pour réélire cet homme à la tête de l'État. Sans doute parce qu'il y a une faiblesse de la part des autres formations politiques, mais il a fait quand même preuve d'un mépris généralisé à l'égard. On se souvient de toutes les petites phrases, ceux qui ne sont rien, quand on n'a pas de costume, je sais pas quoi, on traverse la route pour trouver du travail, etc. Alors oui, peut-être que lui, en traversant la route, il trouve du travail parce que il a eu les chances de son côté et puis du travail à ses amis. Mais sauf qu'aujourd'hui, voilà, on est dans une forme qui est absolument insupportable. Non, mais moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on devient la risée des pays en voie de développement, et voire même développés, parce qu'on est devenu ce qu'on ne voulait pas devenir. On se moquait des pays africains qui avaient une corruption maximale avec des casseroles, etc. Aujourd'hui, on les a survolés, pas dépassés, mais survolés. On a un gouvernement qui n'a jamais eu autant de casseroles et autant d'argent disparu. Qui connaît le Cosby Show? Oui, évidemment. Bon, on en parle dans un instant avec Mam, la belle histoire des génériques consacrée au Cosby Show. Dans un instant, ne bougez pas les amis. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, et comme chaque jour, Mam, la belle histoire, nous fait revisiter les grands moments de télé au travers de séries et d'émissions cultes. Et aujourd'hui, c'est Cosby Show que Mam a choisi d'évoquer. La belle histoire des génériques. Cosby Show, 1984-1992. Et oui, le doux parfum des temps anciens où regarder nos programmes préférés était un plaisir réuni en famille. Parmi les plus grands sitcoms qui ont fleuri nos écrans de télévision, est une saga familiale ayant connu 8 saisons outre-Atlantique sur le réseau NBC et diffusée entre le 20 septembre 1984 et le 30 avril 1992. Cette sitcom de 201 épisodes de 24 minutes chacune s'appelle Le Cosby Show. Créé par le comédien Bill Cosby, le show met en lumière le quotidien d'une famille afro-américaine aisée, les Huxtable, vivant à Brooklyn, New York. Le papa, Cliff Huxtable, un médecin gynécologue, et sa femme Claire, avocate, vivent avec leurs enfants dans un foyer quelque peu agité mais heureux. Avec un casting talentueux accompagnant Bill Cosby, tels Felicia Ayers Allen, Lisa Bonet, Malcolm Jamal Warner, Keisha Knight Pulliam ou encore Sabrina LeBeouf, la série a été plusieurs fois récompensée aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Pour l'anecdote, le Cosby Show fut refusé par la chaîne américaine ABC
Au moment de la diffusion du programme, certains reprochèrent à la série de donner une vision peu réaliste de la famille afro-américaine aisée, ignorant du coup les relations entre les Noirs et les Blancs. D'autres, au contraire, voyant en la série le portrait de ce que les Afro-Américains pourraient devenir un jour, contribuant à sa manière à la lutte contre le racisme. Diffusée pour la première fois sur M6 le 15 avril 1988, elle incarnera des années durant la politique de contre-programmation et est placée en face des JT de TF1 de France 2 à 20h à partir du 16 mai 1988. Une campagne d'affichage orchestrée par M6 montrait Bill Cosby en plein show avec un slogan marquant. Sur M6, le présentateur du 20h est noir et en plus, il n'est même pas présentateur. La musique du générique est signée Stu Garner et Bill Cosby, générique que je vous propose d'écouter, The Cosby Show 1984-1992. Qui regardait? Ouais. Ah oui. T'aimais bien? Bah oui. Je trouvais drôle, intéressant. Sonia? Oui. Tu regardais? Oui, je regardais, oui. Oui, Amine? Très occasionnellement. Très occasionnellement. C'était pas mon truc. Mais, moi non plus. Mais ça se regardait. Il y avait de la diversité à la télé. Oui, à l'époque. C'était le début. Ouais, c'était le début et puis c'était clairement fait pour. Oui. C'est-à-dire, c'était affiché. On était vraiment dans la politique des quotas. C'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est pas le truc que je regardais, moi, je vous le dis honnêtement. Merci en tout cas, Mab, de nous avoir fait revisiter les Cosby Show sur France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Et c'est l'heure du quiz. Le quiz. Avec mes petites questions liées à l'actualité, bien entendu. Nadia Sherif, Sonia Mebrek, Amine Sa. Le Kikadi. J'ouvre les guillemets. Je repense à quand j'étais petit, le travail. Je n'ai jamais eu peur du travail. Et je n'ai rien lâché. Nicolas Sarkozy. Non. Benzema. Benzema, exactement. Karim Benzema, qui a été sacré Ballon d'Or, 69e, remis par Zinedine Zidane. Quelle image. Magnifique. Magnifique. C'est un bon moment. Quel rappeur américain a fait part de son intention de racheter le réseau social de Donald Trump, Parler? Dre? Non. Ce n'est pas Dr. Dre. West? Kenny West. Bonne réponse. Autre question. Pardon. Pourquoi l'État français a été condamné à payer une somme record de 20 millions d'euros d'astreinte? D'après vous. D'astreinte? Pourquoi l'État français... D'astreinte? Oui. A été condamné à payer... Une entreprise privée? Non. Pour n'avoir pas su agir concrètement ou suffisamment contre quelque chose. Covid? Non. Ah, inaction climatique. Ah oui, oui, c'est vrai. Exactement. Contre la pollution de l'air qui cause, rappelons-le, des dizaines de milliers de morts chaque année. Ah, c'est pour ça que t'as toussé très fort? Voilà. Ça y est, je suis atteint. Moi aussi. Je vais pas tarder de mourir en direct. Ça ferait le buzz au moins. Imaginez. Le Kikadi. Je n'ai jamais demandé mon départ au mois de janvier. J'étais tout autant choqué que tout le monde. Le patron d'EDF. Non. Ah, c'est Mbappé? Kylian Mbappé, ouais. Bonne réponse. Oui. Qui évidemment réfute toute déclaration ce qu'on le concernant en tout cas. Pourquoi c'est orienté foot? Parce que c'est comme ça. Hein. Tiens, question média. Quelle grande radio ne diffusera plus son signal sur les grandes ondes à partir du 1er janvier 2023? RTL. RTL, bonne réponse. Ça coûte trop cher et ça rapporte plus rien.
Moi aussi, je vais me mettre en grève, tiens. Hein, c'est une bonne idée, non? Et moi, si je me mets en grève, il va me dire dehors. Hein. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est que tout le monde ne peut pas faire grève, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti pour la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. Qu'est-ce qu'il criait à l'époque, hein? Voilà. Il crie moi maintenant, Emmanuel Macron. La battle, l'affaire Lola, les amis. Donc, elle est derrière les barreaux, hein, je vous le rappelle, donc à Fresnes, et ce depuis lundi, dans des conditions particulières, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, mais aussi de sa personnalité. La suspecte a été incarcérée dans le quartier des femmes de la maison d'arrêt, qui compte 170 places environ. Elle a été placée à l'isolement pour la protéger des autres détenus, mais aussi pour la protéger aussi d'elle-même, d'éviter notamment toute tentative de suicide. Alors, 2 expertises psychiatriques et psychologiques sont ordonnées dans le cadre de l'information judiciaire. C'est automatique. Donc, dans une affaire criminelle, le juge pourra ensuite décider, s'il le souhaite, d'ordonner des contre-expertises, parce que la question centrale dans cette affaire, c'est bien celle de l'irresponsabilité pénale de la mise en examen. Pendant sa garde à vue, en effet, celle-ci est revenue sur ses aveux. Elle dit avoir subi une agression au couteau par un fantôme. Sa sœur également évoquait des réveils nocturnes agités avant la commission des faits. Alors, soit les experts la considéreront comme responsable de ces actes et donc elle sera renvoyée devant une cour d'assises. Si les expertises concluent au contraire à l'absence de son discernement, aucun procès ne pourra se tenir. Et là, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui a du sens. L'irresponsabilité pénale doit-elle être supprimée, notamment pour les crimes sur les mineurs de moins de 15 ans, puisqu'il s'agit de mineurs de moins de 15 ans. Et je vous lis l'article quand même en France. Sachez que l'article 122.1 du Code pénal énonce « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » C'est très clair. Voilà, tout se joue là-dessus. Alors, Amine, toi, t'es contre la suppression? Moi, je suis pas pour la suppression parce que c'est vrai que quand on a affaire à ce type d'affaires très médiatisées, avec beaucoup d'émotions dans le pays, etc. Donc, on a tendance plutôt à vouloir être plus strict, plus rigoureux vis-à-vis de la justice. Mais de quoi il s'agit? Là, il y a plusieurs types d'irresponsabilité pénale définis dans le code pénal. Tu viens d'en donner le texte. Alors, il y a l'altération ou l'abolition du discernement. Après, il y a 2 autres cas, c'est l'immunité ou l'amnistie, mais ça ne nous concerne pas. Là, ce qui nous intéresse, c'est surtout la première. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'abolition de la responsabilité, donc l'absence totale de discernement, c'est un cas extrêmement rare en procédure judiciaire. C'est-à-dire que ça relève de quelque chose qui est rarement pris en compte. Le plus souvent, on a affaire plutôt à une altération du discernement, ce qui amène à une réduction de la peine à hauteur de 30% de la peine maximum encourue. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Quand on entend irresponsabilité pénale, souvent, on a tendance à faire le lien en se disant en réalité, il n'y aura pas de sanction. C'est pas vrai. Dans la majeure partie des cas, dans l'altération du discernement, quand il y a altération du discernement, il y a une réduction de la peine maximum, mais il y a quand même une peine. Vous irez en prison, même si vous êtes reconnu ayant une altération du... Non. Oui. S'il y a l'irresponsabilité de reconnu, il n'y aura pas de procès, pas de jugement, et elle sera placée en hôpital psychiatrique. Et ça, c'est le premier cas que j'abordais, voilà. C'est quand il y a abolition totale de la capacité de discernement. C'est sur ça que vont jouer les avocats, à mon avis. Hein. Sauf je vous le dis, en je ne sais pas combien d'années de procédure judiciaire, c'est des choses qui ont été, c'est des considérations qui ont été prises par des experts de manière
très très infime. Et donc la réalité, ce qu'il faudrait... Puis vous savez, quand la justice évolue en France, c'est surtout pour créer de la dissuasion. Est-ce que le fait de supprimer l'irresponsabilité pénale, est-ce que ça va dissuader les irresponsables pénalement? Je crois pas, puisqu'on a affaire à des gens qui n'ont pas le discernement. Non, mais il y en a qui te disent c'est perpétuité et un point c'est tout. Oui, non, mais ça c'est ce que je disais au début, c'est que c'est une question d'émotion. On est dans une forme d'émotion. Oui, évidemment, quand on a affaire à ces affaires qui touchent en plus des mineurs, des enfants, on est souvent emporté par l'émotion et on a tendance à pas prendre en considération. T'es pas pour la suppression de l'irresponsabilité. En revanche, ce que je souhaiterais, c'est qu'on renforce les moyens des tribunaux pour permettre qu'il y ait de véritables expertises, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Alors, ça sera le cas pour cette affaire parce qu'elle est très médiatisée. Oui. On l'a dit tout à l'heure, il y a une expertise, une contre-expertise. Mais en réalité, dans la majeure partie des cas qui ne sont pas médiatisés, on a parfois des expertises qui tardent, des contre-expertises qui n'arrivent jamais, et donc des procès qui traînent, et au final, des gens qui sont remis en liberté, parfois alors qu'ils ne devraient pas, etc., etc. Alors, Nadia, l'irresponsabilité pénale, est-ce que tu es pour sa suppression pour les crimes? Et je précise, c'est important, sur les mineurs de moins de 15 ans. Quel est l'impact et quel est l'effet? Moi, j'irai plus loin. Moi, je suis pour dire que lors de choses aussi monstrueuses que celle-ci, il y ait un tribunal qui soit spécifique à ce type de meurtre et qu'on puisse avoir justement une réponse adaptée et non pas une réponse comme on nous demande aujourd'hui. Et encore une fois, je fais très attention parce que c'est affreux. Enfin, moi, je peux pas me mettre à la place des parents parce que bon, si on essaye de se mettre à la place des parents, on a envie tout court de tuer la personne. Après, il faut dire la vérité. Hein. Si on me laisse toute seule, avec lui dans une pièce, je pense que moi-même, je deviendrai folle et dans ce cas, je commettrai un crime. Mais il faut qu'on puisse prendre en considération, comme d'habitude, le contexte et qu'il puisse avoir un tribunal qui soit spécifique avec une réaction spécifique. Et aussi, parce qu'en amont, il faudrait aussi qu'on puisse aider le parent pauvre de la médecine, c'est-à-dire la psychiatrie. Sonia, l'irresponsabilité pénale. Alors moi, je suis pour. Pourquoi? Pour la supprimer? Pour la supprimer, oui. Pour les crimes? Alors, pour ce cas-là en particulier, pour ce cas-là en particulier, je trouve que faut que justice soit faite. On se met aussi à la place des parents. Vous imaginez si elle ressort et qu'elle va être suivie en psychiatrie. En psychiatrie, elle va pas y rester une éternité. Hein. Non, il n'y a plus de place. Il faut le savoir, ils font des passages assez courts, ils sont soignés pendant quelques temps. Je ne sais pas si on peut appeler ça soigner, hein, mais bon. On essaye du moins de les soigner. En les droguant, Voilà, ils font pour le mieux, Et après, ils sont quand même, forcément, ils ressortent. Logiquement, ils reprennent une vie normale. Si en elle-même, elle est toujours aussi, qu'elle a un terrain un peu psy ou toujours, un mal-être et tout, forcément, ça va revenir. C'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Donc, moi, je pense qu'il faut... C'est le poids médiatique aussi qui peut faire que, justement, l'irresponsabilité pénale, peut-être, Amine, ne soit pas retenue dans cette affaire, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si ça ira jusque-là. En tout cas, on le sait très bien, quand on a affaire à ce type d'affaires, en plus très médiatisées, oui, le poids de l'opinion aura son impact sur la décision. Donc, ça, c'est la première chose. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je ne sais pas s'il faut créer des tribunaux ou pas spécifiques. En tout cas, ce qu'il faut, c'est adapter les peines. C'est-à-dire, quand on s'attaque à un mineur, quand on s'attaque à un enfant, quel que soit le type d'agression, les peines doivent être plus importantes, plus exemplaires. Exactement. Je ne sais pas s'il faut c'est ce que je disais, c'est-à-dire ça dépend du type d'agression. Quand on est dans ce type d'agression, oui, on pourrait imaginer qu'on pourrait aller jusqu'à la perpétuité. Mais Christophe, je pense qu'il faut aussi revenir vers la famille aussi de cette personne qui a commis le crime. Parce qu'elle vivait quand même chez sa sœur. Sa sœur, elle a dû voir que sa sœur n'allait pas bien. Elle a quand même le pouvoir de signaler ou de faire le nécessaire pour pouvoir... J'entends ce que vous dites, mais quand moi je connais des cas où on va aller voir la police, on va aller voir les médecins en disant que la personne, elle n'a pas tous ses moyens et voire même elle est dangereuse pour la société. Tout à fait. Et quelle est la réponse? C'est pour ça que j'ai dit en amont, le parent pauvre de la médecine, c'est-à-dire aider la psychiatrie. On nous dit clairement, il n'y a pas de place. Ça manque de moyens, il y a un manque de moyens. Mais vous les gardez chez vous. Oui, c'est vrai, Sonia, elle a raison, Nadia. Elle a raison. Mais c'est quand même...
on peut quand même le faire. Bien sûr, non, mais ça c'est parce que déjà dans la société, on a tendance, même quand de la part de sa propre famille, on voit qu'il y a les gens portent moins d'intérêt à l'autre. Donc c'est déjà ça. Et puis dans combien de cas on a eu les gens qui étaient interrogés qui disaient c'était un voisin charmant, il n'est jamais de vagues, etc. Alors qu'il a commis les pires atrocités. On n'est pas forcément le bon juge, le bon... Et puis la délation, ça a aussi ses limites, quoi. C'est clair. Eh ben, écoutez, voilà, en tout cas, vous avez été plutôt bon. En tout cas, je sais pas si vous avez été convaincant. Vous continuez de voter, bien sûr. C'est toujours la majorité pour le oui qui l'emporte concernant la suppression de l'irresponsabilité je n'ai pas convaincu. Ça peut changer dans les minutes qui viennent. En tout cas, retour demain les enfants pour le LGF, le grand forum bien entendu. Merci beaucoup ma Nadia. Merci ma Sonia, bonne semaine. Merci mon Amine. Merci à toi et à bientôt à tous. Restez avec nous sur France Maghreb 2 dans un instant. Medjed, merci à Nadège qui relaie cette émission et on va pouvoir aller voir en vidéo les LGF sur YouTube. Ouais. C'est pas mal ça, France Maghreb 2, vous vous abonnez à la chaîne France Maghreb 2 et vous allez pouvoir voir la tête parfois pas toujours terrible de nos débatteurs. Rendez-vous demain les enfants sur France Maghreb 2. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum animée par Christophe Fraud de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fraud sur France Maghreb 2. France Maghreb 2.